Bonjour à tous. Alors, Hélène de Macht, au nom de Enerplan, de Finergreen, de Solar Power Europe et de Synergie Solaire que je représente, bonjour. Nous sommes tous très heureux de vous réunir à cette occasion ce matin autour d'un thème qui nous rassemble, l'accès à l'énergie en Afrique et la collaboration en particulier avec l'Europe. Lors de votre inscription, vous avez fait un don à Synergie Solaire. Alors, je me dois de certaines explications pour ceux qui ne nous connaissent pas. Synergie Solaire est un fonds de dotation, une fondation au service de la filière ENR européenne. Et nous centralisons les fonds et l'expertise, la compétence des entreprises du secteur pour accompagner des programmes d'accès à l'énergie partout dans le monde et principalement en Afrique. Alors, en deux mots, on peut dire que nous sommes simplement un pont qui relie les besoins du terrain, les ONG qui sont très proches du terrain et des besoins des populations les plus pauvres, les plus éloignées, les plus rurales. Et nous le relions aux entreprises du secteur qui souhaitent s'engager dans une démarche solidaire, de collaboration, mais en lien avec leur métier et leur propre expertise. Donc, dans le cadre de nos activités et de notre collaboration avec les ONG, nous sommes très heureux ce matin de vous faire un petit cadeau. On vous fera un petit cadeau à la sortie, puisque cette collaboration avec l'ADEME et la Fondation Énergie pour le Monde s'est traduit par la rédaction d'un ouvrage qui a été préfacé par M. Lionel Zinzou et que nous aurons le plaisir de vous remettre. Alors, ce n'est pas un lot de consolation pour l'absence de Mme Brune Poirson qui nous a prévenu hier soir qu'elle avait une réunion ministérielle malheureusement non prévue. Donc nous sommes désolés, mais nous avons le cœur de notre... ça c'est pour les slides, ça c'est bon. Comme nous l'avons souligné, nous avons deux intervenants qui sont au cœur du sujet et que je demande à Antoine Noir d'Enerplan de venir vous présenter et d'introduire. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci pour votre présence ce matin qui témoigne de votre intérêt pour le sujet dont nous allons parler, mais aussi de votre soutien à cette initiative de Synergie Solaire, cette fondation que Hélène a présentée et qui se consacre au développement de projets d'électrification dans les pays en voie de développement et notamment en Afrique. Donc la table ronde portera sur le thème général de l'électrification du continent africain et l'idée aujourd'hui c'est d'évoquer les leviers d'action concrets mobilisables par les entreprises et par les acteurs institutionnels européens ou africains pour mener à bien des projets solaires en Afrique. Car force est de constater que la situation est très préoccupante puisque, avec quelques chiffres pour l'illustrer, que vous connaissez tous, 645 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité et ce chiffre devrait augmenter dans les années qui viennent. Et 48 pays, les 48 pays d'Afrique subsaharienne ne disposent que de 46 gigawatts de capacité de génération électrique pour 1 milliard d'habitants. Quand on compare ça, par exemple, au parc nucléaire français, le seul parc nucléaire français fait 63 gigawatts. Donc on prend la conscience, la mesure des enjeux. Seulement 0,13% des centrales solaires qui ont été installées dans le monde au cours des 10 dernières années l'ont été en Afrique. Donc un total de 638 gigawatts de centrales solaires installées dans le monde et seulement 0,13% en Afrique. Donc on dit souvent que le solaire est fait pour l'Afrique, du fait de sa capacité à alimenter des zones rurales hors réseau et de la ressource disponible, mais par contre on voit bien avec ces chiffres que l'Afrique n'est peut-être pas encore tout à fait faite pour le solaire, et donc c'est pour la raison pour laquelle, pour en parler, je suis vraiment très heureux qu'on ait le privilège d'accueillir aujourd'hui Monsieur Lionel Zinzou et Madame Anne-Charlotte Bournonville, qui à la fois par leur parcours et leur fonction actuelle sont probablement les intervenants les mieux placés pour nous éclairer, c'est le cas de le dire, sur un sujet qui mixe à la fois les enjeux publics et privés et des enjeux européens et africains.
Bien sûr, on regrette que Madame la ministre Brune Poirson nous ait dû s'excuser en raison d'une contrainte de dernière minute. Mais il faut voir donc le fait que du coup, le temps de parole sera moins contraint et que nous aurons le plaisir de pouvoir approfondir des sujets qu'ils méritent avec nos deux intervenants. Et donc, j'en dis pas plus. Pour ma part, juste pour me présenter très rapidement, je représente Enerplan, effectivement, qui est l'un des partenaires organisant l'événement. Je suis ici également en tant que coordinateur d'un rapport sur le sujet de l'énergie solaire pour l'Institut Montaigne, qui est le résultat d'un travail collectif auquel vous êtes un certain nombre dans cette salle à avoir contribué. Donc, je vais avoir la rude tâche d'animer cette table ronde, qui débutera par un propos liminaire de chaque intervenant, donc plus long que prévu, et suivi d'un échange pour approfondir les idées évoquées. Et ensuite, on vous donnera la parole, évidemment, pour un dialogue. Et donc, je propose, sans plus attendre, que nous passions directement au vif du sujet. Et je me tourne tout d'abord vers Monsieur Zinsou, que je vais présenter brièvement. Monsieur Zinsou, donc, vous êtes un économiste franco-béninois. Vous avez fait carrière comme conseiller auprès du Premier ministre Laurent Fabius, puis chez Rothschild en tant que banquier d'affaires, avant de rejoindre le fonds PAI Partners, dont vous êtes devenu PDG en 2009. Vous avez été nommé Premier ministre du Bénin en 2015, puis candidat à l'élection présidentielle, où vous n'avez pas été donc élu président, comme chacun sait, mais vous êtes ensuite devenu fondateur et managing partner de Southbridge, qui est une société de conseil financier et stratégique dédiée au continent africain, donc un parcours qui mêle à la fois et bien des expériences dans le public, dans le privé également. Voilà, en 5 minutes, pour commencer, disons en 8 minutes, quels sont pour vous les enjeux clés que nous devons appréhender pour accélérer enfin le développement des projets solaires en Afrique? Bonjour à tous. Je ne sais pas si ça marche. Facile. Sinon, peut-être qu'on s'entend sans micro. Celui-ci, non, je crois qu'il ne marche pas. Si, merci. Bonjour à tous et merci de votre invitation. L'immense avantage de ne pas avoir été élu président de la République, c'est que je n'ai pas de réunion interministérielle soudaine, si vous voulez. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Alors, vous avez dit les chiffres sont très préoccupants, la situation est très difficile. Vous avez tout à fait raison. Moi, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est qu'il y a quand même énormément d'évolutions, peut-être même quelque chose qui ressemble à une révolution, qui était à peine imaginable il y a une dizaine d'années. Alors, les besoins effectivement énergétiques de l'Afrique sont considérables. Je crois que ce sont d'abord des besoins sociaux. Les 70% de la population qui n'accèdent pas à l'électricité posent quand même un problème presque insoutenable, parce que 70%, c'est relativement éloquent comme chiffre. Mais les chiffres en valeur absolue sont pires. C'est-à-dire, vous avez dit, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Mais au moment de l'indépendance, dans les années 60, l'indépendance, pas du milieu des années 50 jusqu'à 1988, mais enfin, grosso modo, quand même, à partir du début des années 60, il y avait 250 millions d'Africains en Afrique. Et probablement, à cette époque, il y avait 90% des Africains qui n'avaient pas accès à l'électricité. Seulement 90% de 250 millions, ça fait infiniment moins que 70% de la population d'aujourd'hui. Donc ce sont des centaines de millions de gens qui ont rejoint ceux qui n'avaient pas accès à l'électricité. Il faut toujours faire tout petit peu attention entre les taux statistiques de pauvreté et les nombres absolus des exclus. Sont exclus de la lumière, sont exclus de l'accès minimum à l'électricité, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup plus d'Africains qu'il y a 50 ans. Et vous voyez, quand on passe du privé au public, une expérience que l'on fait, c'est qu'on ne gère pas des statistiques, et par exemple, on n'est pas élu par des statistiques. On est élu ou pas élu parce que le nombre des gens qui sont dans une situation de plus en plus difficile et de plus en plus exclus de la croissance et du progrès, en valeur absolue, ils sont de plus en plus nombreux. Ça, c'est un paradoxe africain vraiment important. Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir accès à l'électricité en pourcentage. Mais malheureusement, il se trouve que notre croissance démographique forte fait que c'est par centaines de millions que s'accroissent
les gens qui n'y ont pas accès. Donc ça, effectivement, c'est la dimension un peu tragique que vous évoquez. C'est donc d'abord une attente sociale. Et avant d'être une politique industrielle, une politique de financement, c'est une politique sociale. On a fait au Bénin une expérience qui était de distribuer le minimum. Dans le livre Électrifier l'Afrique rurale, vous évoquez des expériences de distribution de lampes portables aux populations, pour qu'il y ait au moins la lumière dans les foyers, notamment les foyers ruraux et périurbains. On a fait l'expérience de le faire gratuitement sur l'ensemble du territoire. Et on a fait ça en prenant les arrondissements les plus pauvres de chaque département. Qu'est-ce qui nous a frappé le plus dans la mise en place de cette distribution gratuite de lampes portables? C'est l'effet de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, pour un ménage béninois, l'équiper en lampes solaires, qui est vraiment le degré 0 ou le degré 1, disons, du début de l'accès à l'électricité, qui est très très loin d'épuiser les attentes, mais enfin qui apporte quelque chose d'essentiel. On s'aperçoit que par foyer, ça représente à peu près par mois 8 000 francs CFA, donc grosso modo 100 000 francs CFA. Cela peut paraître assez faible sur un an. C'est 150 $ pour des populations où, vous voyez, le revenu par tête en Afrique subsaharienne, il est un peu supérieur à 1 000 $ dans un pays comme le nôtre, légèrement inférieur à 1 000 $. La simple substitution de lampes solaires à tous les autres moyens de se donner de la lumière, et notamment acheter du pétrole lampant, des torches électriques, etc., c'est un gain de pouvoir d'achat considérable. Et en fait, l'impact, il y a un impact de bien-être qui est évident. Il y a un impact de santé publique, parce que le pétrole lampant, c'est évidemment quelque chose qui a des effets sur la santé qui sont délétères. Il y a un aspect d'éducation. Donc vous voyez, il y a beaucoup de biens publics qui sont en cause. La santé, l'éducation, parce qu'on va pouvoir faire ses devoirs avec les moyens convenables quand on est un élève. Il y a des aspects sur la vie sociale, notamment le rôle des femmes, dont tout d'un coup la journée devient une journée beaucoup plus longue. Et il y a des impacts sur la sécurité. Donc il y a beaucoup de biens publics qui sont en cause, santé, éducation, sécurité, associés à l'accès à l'électricité. Mais il y a aussi directement un effet de pouvoir d'achat. Et donc si vous raisonnez en termes macroéconomiques, les seuls effets de libération du pouvoir d'achat, puisqu'il est établi désormais que ce sont les plus pauvres qui payent leur électricité le plus cher au monde. Donc, au fond, substituer quelque chose d'efficace à quelque chose d'extrêmement coûteux et qui a beaucoup d'autres défauts, c'est d'abord une politique de redistribution du revenu, avec des effets de création de richesse qui vont très au-delà des coûts engendrés par le fait de mettre gratuitement à disposition des populations ce type d'équipement. Bon, on l'a fait aussi parce qu'on pensait qu'il fallait recréer une sorte de crédibilité pour les gouvernants, parce que grosso modo, la cible mouvante de l'électrification rurale, dans chaque plan de développement de chaque pays, elle est repoussée de 10 ans tous les 5 ans. C'est-à-dire que, à croire la littérature des années 70-80, toute l'Afrique devrait être électrifiée. Sauf qu'en réalité, c'est quelque chose qui est en permanence éloigné. Et c'est éloigné pour beaucoup de raisons. Notamment, nos opérateurs électriques sont, dans 40 pays sur 54, sont en faillite. Ils sont en faillite à cause de la contradiction habituelle entre les opérateurs d'électricité et les problèmes sociaux, qui sont qu'on ne peut pas mettre des tarifs à un niveau qui reflète le pouvoir d'achat de la population, et donc qui reflète les coûts. Et parce que, là encore, d'un point de vue macroéconomique, on n'a pas encore vraiment trouvé des modèles économiques parfaitement adéquats, parce que la péréquation ne fonctionne pas. Nous sommes devant des populations trop pauvres pour que la péréquation, qui est dominante dans toute l'Europe, qui permet de servir des territoires marginaux en termes de demande, en leur appliquant
des prix qui ne reflètent pas les vrais coûts, mais qui reflètent un coût moyen, parce qu'il y a un transfert. Nous ne pouvons pas transférer des villes riches vers les campagnes pauvres, puisque nous n'avons pas des villes riches. Vous avez parlé et vous parlez dans le livre aussi la priorité à l'urbain et au périurbain. Non, moi parlant avec le maire de Cotonou, la capitale, de ce programme d'électrification profonde dans le pays, il m'a dit, mais attendez, l'obscurité commence à 500 mètres de la mairie. Les quartiers périurbains, les quartiers de l'exode rural des campagnes sont dans la même situation sociale que les quartiers des bourgs, des petites villes en milieu rural. Et pour ne pas parler des villages isolés. Donc, d'abord, chose sur laquelle je voudrais insister, c'est un besoin social qui trouve des réponses de pouvoir d'achat, et la création de valeur par le pouvoir d'achat dégagé est très importante et par elle-même de nature à équilibrer les coûts, même quand on doit aller à la gratuité. Donc ça, c'est plutôt un élément d'espoir. D'autant plus que le prix relatif des équipements, soit les équipements de haute performance, soit les équipements photovoltaïques, s'effondre en passant à l'échelle. Et demain, on aura la même chose pour le stockage. Il y a 10 ans, on imaginait un prix relatif des équipements dans le domaine solaire qui allait grosso modo rester le même. Or, le passage à l'échelle a évidemment des effets considérables sur les prix. Quand vous regardez les statistiques sur en 2018, les investissements qui ont été consacrés au solaire, ils ont baissé. Ils ont spectaculairement baissé. Alors, c'est un peu angoissant. Les 330 milliards consacrés dans le monde à l'énergie solaire, c'est moins qu'en 2017. Bon, le chiffre varie, mais enfin, grosso modo, c'est quand même moins de, selon les chiffres, 18 à 24%. Mais ça ne reflète pas la régression de l'équipement au sens du nombre de personnes touchées. Ça reflète l'effondrement des prix relatifs. Et aujourd'hui, il a été prouvé quelque chose qui paraissait impossible, qui est que le solaire est une alternative moins coûteuse que ce qu'on imaginait être le moins coûteux. C'est d'ailleurs également vrai de l'éolien. Et là, en Afrique, pour nous, la référence, c'est l'expérience marocaine. Parce que le Maroc est le pays qui a fait évoluer son mix énergétique le plus vite au monde, mais il a surtout prouvé que les grandes fermes éoliennes et le solaire, alors pas toutes les formes de solaire, mais étaient plus compétitifs que le charbon. Ce qui est très important parce que l'Afrique est un continent de plissement primaire qui est surabondant en charbon. Et il est évident que notre solution d'équipement au-delà du rural, au-delà des foyers, des ménages, au-delà de l'agriculture, mais pour financer un autre besoin qui, lui, n'est pas social, mais qui est productif, qui est celui de notre industrialisation, désormais très rapide et incontournable, irréversible. Il nous faut transformer nos matières premières, il faut créer de la valeur ajoutée et il faut créer des emplois. L'emploi crée beaucoup plus, l'industrie crée beaucoup plus d'emplois que l'agriculture, dont la modernisation supprime des emplois, alors que la modernisation industrielle augmente considérablement le volume de l'emploi. Donc c'est incontournable. Donc on a des besoins productifs à côté des besoins sociaux qui nécessitent beaucoup de technologies et des technologies différentes en matière de solaire et des investissements très importants. Le Maroc est intéressant parce qu'il montre qu'on peut le faire désormais dans des conditions tout à fait compétitives et on n'aura pas le dilemme de faire un développement à la chinoise dans lequel les énergies fossiles et la composante par unité de PIB d'énergie, de consommation d'énergie fossile et d'économie carbonée a vertigineusement progressé. Nous sommes à 0,7 tonnes dans le continent en moyenne d'émissions carbone. La Chine est au-delà de 15. Et elle est passée de 0,7 à 15 avec une vitesse. Si l'Afrique faisait la même chose, la planète serait vraiment définitivement invivable. Donc vous voyez, nous avons des besoins sociaux, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons également des créations de valeur associées à cela qui ne vont pas nous poser de problèmes d'ensemble de financement, ça va nous en poser projet par projet. Mais la création de valeur sera très supérieure et nous avons des besoins productifs. Et la bonne nouvelle pour
atténuer un peu le tragique de votre introduction et l'anxiété générale sur ces sujets, c'est que les économies d'échelle et les progrès technologiques vont dans tous les domaines, pas encore acquis pour le stockage, mais permettent très probablement d'arriver à une solution où il sera plus économique d'être vertueux, plus économique de respecter des normes environnementales que de ne pas les respecter. Je termine, je vois que vous êtes impatient, donc, et j'attends moi aussi beaucoup de Mme Bournonville. Cela étant dit, dans la phase de démarrage, il y a 3 contraintes qu'on ressent en Afrique. C'est que les modèles économiques, c'est des modèles de production d'externalité. Donc quand on va électrifier de plus en plus l'Afrique, il n'est pas certain qu'on va retrouver dans le compte d'exploitation des opérateurs les bénéfices qui sont créés. Tout à l'heure, je disais les biens publics, la santé, l'éducation, la sécurité. Maintenant, ça ne s'exprime pas nécessairement en flux de revenus des opérateurs. Et c'est là que, par exemple, les mini-réseaux sont en train de tâtonner un peu, et on va avoir besoin que l'Union européenne nous finance beaucoup d'expérimentations si on veut petit à petit mettre au point le modèle d'affaires des mini-réseaux. Bon. Donc on a ce premier problème, il y a des externalités considérables, mais pas forcément des niveaux de profitabilité qui soient cohérents avec ça. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des gens qui achètent des externalités. Acheter des externalités, c'est le métier des bailleurs d'aide publique au développement. C'est le métier des gouvernements. On a besoin d'acheteurs, on a besoin de gens qui achètent l'électricité, mais ils ne les achèteront pas dans la phase initiale au vrai prix parce que les économies seront ailleurs. Il faut des acheteurs d'externalités. Et ça, c'est dans la coalition d'acteurs, c'est essentiel. C'est associer les bailleurs d'aide, les ONG, qui sont en fait le vrai moteur des expérimentations, notamment des expérimentations sociales sur comment les populations peuvent y accéder, comment ils peuvent payer. Bon. Donc, on a besoin de coalition d'acteurs et il faut naturellement associer les gouvernements locaux et parfois, rarement, passer sur le corps des grands opérateurs électriques traditionnels qui ne sont pas forcément très habitués à la coalition d'acteurs et qui défendent encore des monopoles irréalistes. C'est des monopoles irréalistes. Le réseau n'atteindra pas le fond de la dernière carrière de la forêt équatoriale. Il ne l'atteindra pas. Il ne peut pas l'atteindre. Ça n'est pas possible. Il faudra que ce soit local, très décentralisé. Mais premier point, il faut quand même trouver les modèles d'affaires. Et pendant un temps, il faut acheter des externalités parce qu'on ne les trouve pas dans les comptes d'exploitation. Deuxième petit problème que l'on a, c'est que on ne sait pas financer ni le système bancaire, ni le système public au développement, d'aide publique, ni les gouvernements. On ne sait pas financer les petits projets. On ne sait pas les financer. La CEO de la Banque mondiale a dit au One Planet Summit, je ne sais pas, moi, à la Banque mondiale, financer un mini-réseau de 500 000 $. Donc, vous venez me voir en agrégeant 1000, parce que je sais financer quelque chose à 500 millions. Alors ça, c'est très 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 important, c'est un chaînon manquant. Ce n'est pas du tout impossible, c'est la même question que le microcrédit. Aucune banque n'est capable de faire un crédit rentable de 1 000 €. Mais une banque est parfaitement capable de refinancer le portefeuille d'une institution de microfinance ou d'une association de microfinance. On peut refinancer toutes les tontines du monde dès lors qu'on agrège l'ensemble des prêts et qu'on demande aux banques de financer 100 millions € et pas 1 000 €. Bon. Et c'est un peu la même logique. On va devoir inventer des plateformes qui agrègent des projets, et ça vraiment, on va le demander à vous, comme à la SFI, comme au Green Climate Fund. Aidez-nous à trouver des plateformes d'agrégation, parce que personne ne sait financer 500 000 €. C'est beaucoup plus difficile que de financer 100 millions d'euros. Bon. Donc là, on a... Et puis la dernière chose, c'est qu'on n'a pas de venture capital. D'abord, on n'a pas de capital du tout. On est dans rareté caractéristique du capital en Afrique. Et on est en pénurie massive de crédit. Bon. Donc on a un système, l'Afrique n'est pas financée. Bon, mais à l'intérieur de ça, ce qui est le moins financé, c'est le capital pour ensemencer. Et c'est
le financement des développements du projet quand il y a encore des éléments de risque qui sont importants. Ça, c'est notre troisième goulot d'étranglement, c'est que des entrepreneurs, qu'ils soient privés, associatifs, mais il y en a, et ils doivent développer des projets. Il y a un temps de développement des projets. Ce temps de développement des projets, il n'est pas financé avec les risques qui y sont associés, parce que ces projets n'aboutiront pas dans une proportion de 100%. Et donc là, vous avez quand même trois goulots d'étranglement sur lesquels il faut quand même de l'intelligence collective, comme elle est représentée dans cet auditorium, travaille efficacement, parce qu'on n'a pas les modèles d'affaires, on n'a pas le financement de ce qui est trop petit, et on n'a pas le financement des premiers mois, et un an ou 2 ans, où la mortalité des projets de développement décentralisé est maximale. Voilà, c'est un peu comme ça que j'introduirais en m'excusant d'avoir abusé du temps et de l'absence de Madame la Ministre. Merci beaucoup, c'était passionnant pour ce propos liminaire. Donc, je vais maintenant passer la parole à Madame Anne-Charlotte Bourneville, qui vous êtes la chef d'unité Relations internationales et élargissement au sein de la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Donc, en quelques mots, vous y travaillez depuis 1996. Vous y avez occupé de nombreux postes en se spécialisant dans les relations internationales, donc Direction générale pour l'entreprise et l'industrie, Direction générale pour les relations extérieures, Direction générale pour l'énergie et le transport. Je ne vais pas tous les citer, mais vous êtes donc entre 2014 et 2017 collaboratrice du directeur général de l'énergie, M. Ristori. Et donc, depuis 2017, vous occupez ce poste où vous êtes vraiment au cœur du réacteur, si on peut dire, en matière de décision de l'Union européenne sur les sujets d'électrification et les sujets énergétiques, notamment à destination des pays en voie de développement. Donc, je vous cède la parole pour peut-être donc présenter ce que fait l'Union européenne en matière d'électrification d'Afrique, peut-être aussi répondre au goulot d'étranglement qu'a mentionné M. Zinsou. Oui, merci. Oui, bonjour à tous et merci de m'avoir invité ce matin. Donc, après avoir eu donc, la vision africaine et l'orateur précédent a posé aussi les données du problème et les défis qui nous attendent pour l'électrification de l'Afrique, je vais vous apporter maintenant l'approche européenne et donc les outils qui ont été développés du côté de la Commission européenne pour répondre à ces défis. Tout d'abord, je voudrais commencer par dire que plus que collaboration Europe-Afrique, moi je préfère parler de partenariat. Donc, et ce partenariat, c'est vraiment une évidence. Hein. Donc, le continent africain, c'est notre voisinage immédiat. C'est 15 km qui séparent l'Afrique de l'Europe. C'est une population qui va doubler en Afrique subsaharienne d'ici 2050, d'après le dernier rapport de l'ONU. On l'a dit, c'est plus de 600 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité, mais c'est aussi 850 millions d'habitants, principalement en Afrique subsaharienne, qui n'ont pas accès à autre chose que le charbon et le bois pour cuisiner. Et c'est une demande d'électricité qui va doubler d'ici 2030, tripler d'ici 2040. Et c'est donc toute la stabilité politique, le développement économique et social du continent qui sont en jeu si l'objectif de développement durable numéro 7, celui d'accès à l'énergie durable, n'est pas atteint. Donc en même temps, on est face à un paradoxe immense puisque l'Afrique est un continent plein de ressources d'énergie, que ce soit l'énergie renouvelable, solaire, le vent, l'hydro, mais aussi le gaz. Et clairement, si certains veulent voir dans l'Afrique un risque, notamment en matière migratoire, l'Afrique, c'est d'abord et avant tout une fantastique opportunité en termes de croissance et d'emploi pour nos économies respectives en Europe et en Afrique et pour nos entreprises, notamment dans le secteur énergétique. Donc l'Union européenne est un partenaire politique de longue date de l'Afrique. Elle est son principal partenaire commercial. Et fournit un tiers de l'investissement total sur le continent. L'Union européenne et ses pays membres sont également son bailleur de fonds principal. Nous sommes le premier donateur d'aide au développement sur le continent africain. Et ceci explique que l'Afrique est évidemment une grande priorité de la commission actuelle, de la commission Juncker. Et
et elle va rester une grande priorité de la prochaine commission, la commission von der Leyen. Cependant, la coopération Union européenne-Afrique, elle doit évoluer, et elle est en train d'évoluer. Donc, la Commission européenne a publié en mars dernier une nouvelle approche de la coopération Union européenne-Afrique qui s'appelle l'Alliance Europe-Afrique pour des investissements durables et l'emploi. Et donc, il s'agit de dépasser l'approche d'aide au développement et de développer un véritable partenariat économique, un partenariat d'égal à égal qui soit donc centré sur l'intérêt mutuel. Donc, dans ce contexte, évidemment, l'assistance traditionnelle sous forme de dons, elle demeure essentielle, mais il convient de la compléter par d'autres outils et d'autres sources de financement, en particulier l'investissement privé. Et tous les analystes et les investisseurs le diront, les fonds sont là en abondance, mais il faut créer les conditions et les outils pour libérer cet investissement privé. Et le plan d'investissement extérieur, et là je vais passer, voilà. Le plan d'investissement extérieur qui a été lancé en 2017 est la réponse apportée par la Commission européenne à ce besoin. Et il est bâti sur un modèle qui a très largement fait ses preuves dans l'Union européenne, qui est celui du plan Juncker. Donc le plan pour l'investissement extérieur est axé sur un certain nombre de domaines d'investissement prioritaires, dont l'énergie durable, donc il y a une fenêtre énergie durable, et il répond à 3 objectifs principaux. D'abord, promouvoir le renforcement des capacités pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et donc ça, c'est le pilier assistance technique du plan. Ensuite, améliorer la gouvernance et promouvoir les réformes du secteur énergétique. Et ça, c'est le pilier climat d'investissement du plan. Et troisièmement, stimuler les investissements dans l'énergie durable par des instruments financiers innovants. Et ça, c'est le pilier financier du plan, donc c'est le Fonds européen pour le développement durable, le FEDD. Donc une large part de ces fonds, donc dans le cadre du Fonds européen de développement durable, sont dédiés à des projets financés sous forme de blending. Donc c'est un mélange de dons, de prêts, d'equity, de prise de participation. Et en Afrique, pour l'énergie, cela représente depuis le lancement du plan plus d'une centaine de projets pour un demi-milliard d'euros de fonds européens qui ont permis d'avoir un effet de levier sur 4,5 milliards d'euros de projets avec une production donc, de capacité additionnelle de 2,3 gigawatts d'électricité d'ici à 2020. Et parmi ces instruments de blending de l'Union européenne, certains soutiennent directement les investissements privés dans l'énergie solaire, et parmi eux, le programme Electrify. Voilà, donc Electrify, c'est un projet qui va permettre justement de répondre à l'un des goulets d'étranglement qui a été évoqué par l'orateur précédent. Donc c'est un programme qui est dédié aux investissements de génération dans les énergies renouvelables, en particulier le solaire, mais des projets de petite taille dans les zones rurales. Donc on est sur des projets qui peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros, et donc ça permet une participation de 50% de part de capital ou de la valeur du projet. Donc des petits projets, le financement est apporté sous diverses formes, des prêts, prise de capital ou sous forme de garantie. Et la spécificité de cet instrument, c'est d'aller là où le risque est trop élevé pour les banques commerciales et où les projets sont trop petits pour les banques de développement. Donc on est vraiment là sur une niche où vraiment il y a un besoin, et donc c'est avec cet instrument qu'on va pouvoir répondre aux besoins. Actuellement, il y a donc 29 projets d'investissement qui ont été approuvés ou en cours d'approbation pour un montant de 89 millions d'euros. Et en 2019, donc cette année, nous avons également financé 4 enveloppes pays, donc pour la Zambie, le Bénin, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, pour 85 millions d'euros. Et il y a d'autres enveloppes pays qui sont en préparation pour la Tanzanie, le Ghana, l'Ouganda et le Kenya. Je voudrais également vous parler d'un autre instrument qui a été créé pour pallier au problème de manque de projets bancables. C'est le programme GetInvest. Donc ce projet, c'est un projet multi-bailleurs, donc il est véritablement européen parce que l'Allemagne, la Suède, la Hollande et l'Autriche y contribuent également par des fonds propres. L'objectif est d'accélérer les investissements dans les énergies renouvelables décentralisées
et de fournir une analyse des marchés et du cadre réglementaire afin de faciliter l'arrivée de nouveaux investisseurs. Également accompagner la préparation des projets et l'identification des financements. Et le programme apporte également un soutien pour l'organisation d'événements afin de faire se rencontrer les porteurs de projets avec des investisseurs et des partenaires. Et donc en un an d'activité, ce programme Get Invest soutient déjà 50 projets pour une valeur d'investissement de 650 millions d'euros. Donc je vous ai parlé de cette nouvelle alliance Europe-Afrique pour les investissements durables et l'emploi et l'émergence d'un nouveau partenariat économique avec l'Afrique. Donc, il est clair que pour transformer le continent, l'Afrique a besoin de plus. Et il faut que nos relations avec l'Afrique évoluent vers ce partenariat d'égal à égal, fondé sur l'intérêt mutuel. Donc l'Alliance, c'est vraiment un changement de paradigme dans la manière dont l'Union européenne envisage d'engager ses partenaires africains vers un partenariat économique. Et donc pour mettre en œuvre cette alliance, le plan européen d'investissement a commencé à déployer une nouvelle génération d'instruments financiers qui sont fondés sur le partage des risques par le biais de garanties. Et ça, c'est l'instrument de garantie qui se trouve également dans le Fonds européen de développement durable. Et donc, l'instrument de garantie, c'est la deuxième plateforme d'investissement du Fonds européen d'investissement durable, après les instruments de blending que j'ai mentionnés précédemment. Donc, à ce jour, là, vous allez voir, voilà. 28 garanties ont été sélectionnées, couvrant 5 secteurs différents pour un montant de 1,54 milliard d'euros qui devrait déclencher des investissements de plus de 17,5 milliards d'euros. Donc, dans le secteur de l'énergie durable, on a 6 garanties, et vous les voyez ici sur le tableau, qui permettront de soutenir l'investissement dans les énergies renouvelables en Afrique pour un montant de 450 millions d'euros de garantie. Donc 2 exemples concrets. Donc la garantie européenne pour les énergies renouvelables, c'est la première, donc, avec la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, la Caisse des dépôts Prestiti en Italie et la KfW. Et c'est un instrument qui cible le risque lié à la solvabilité et au retard de paiement des utilités, donc avec une garantie donc, de 168 millions d'euros. Et puis un autre exemple, par exemple, c'est le troisième là sur le tableau, Room to Run, avec la Banque africaine de développement, donc, qui se traduira par 1 à 2 milliards d'euros de nouveaux investissements dans les énergies renouvelables en Afrique, afin de créer environ 15 000 emplois et plus de 1 gigawatt de nouvelles capacités, avec une garantie là qui peut aller jusqu'à 87 millions d'euros. Donc ces 6 contrats sont en cours de négociation actuellement et nous espérons leur signature d'ici à la fin de l'année pour une mise en œuvre en 2020. Donc cet instrument de garantie, c'est une approche tout à fait innovante. Cet instrument il vise à réduire le risque encouru par les investissements privés et absorber une partie des pertes potentielles des investisseurs. Donc, je voudrais également vous dire un mot sur la nouvelle commission et le nouveau pacte vert qui a été annoncé par la présidente Ursula von der Leyen. Donc la nouvelle commission est convaincue que la transition vers une énergie propre est une opportunité réelle en termes d'investissement, de croissance et d'emploi en Europe. Donc la nouvelle présidente, Madame von der Leyen, l'a clairement exprimé. Elle a annoncé un Green Deal pour l'Europe, donc un pacte vert, donc avec un objectif de neutralité climatique pour 2050 et un objectif de réduction de 55% des émissions de CO2 pour 2030. Ce qui constitue une augmentation significative par rapport à l'objectif actuel 2030 qui est de 40%. Donc on va passer de 40% à 55%. Et ça va évidemment également entraîner une révision à la hausse de nos objectifs en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Pour l'instant, pour les énergies renouvelables, c'est 32% et l'efficacité énergétique, c'est au moins 32,5%. Donc on va devoir également réviser ces objectifs à la hausse. Et évidemment, la révision de ces objectifs va constituer une nouvelle opportunité pour l'industrie européenne en Europe, mais également sur les marchés extérieurs, parce qu'il y a une dimension extérieure très importante à ce pacte vert. Et donc, grâce à notre nouveau partenariat avec l'Afrique, nous devons nous assurer que
nos entreprises ont accès à ces marchés émergents sur le continent africain et que nos entreprises peuvent être compétitives sur un pied d'égalité. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que dans le cadre de l'Alliance Union européenne-Afrique pour l'investissement durable et l'emploi, nous avons lancé une plateforme de haut niveau sur les investissements dans l'énergie durable. Et cette plateforme a travaillé depuis un an. Nous avons lancé le mois de novembre l'année dernière au Africa Investment Forum à Johannesburg. Et c'est une plateforme qui réunit des acteurs publics et privés, une cinquantaine d'acteurs, donc des associations, des entreprises, la Commission européenne, des représentants des gouvernements, des régulateurs. Et cette plateforme a travaillé depuis un an sur un projet de rapport avec des recommandations clés pour libérer l'investissement dans l'énergie durable en Afrique, avec 3 axes prioritaires. L'amélioration du cadre réglementaire, parce que ça c'est fondamental. Tous les analystes, toutes les entreprises nous disent sans cadre réglementaire stable et sain, on ne peut pas investir. Les business models qui sont favorables à l'investissement et à l'emploi, et également les contacts B2B et donc la mise en réseau des entreprises, parce qu'il faut mettre en réseau également nos entreprises avec les entrepreneurs sur le continent africain. Donc cette plateforme a travaillé sous forme de groupe de travail depuis un an. Le rapport est en cours de finalisation et le but est de présenter ce rapport avec donc ses recommandations clés au prochain Africa Investment Forum mi-novembre à Johannesburg. Donc voilà, et évidemment les recommandations de ce rapport vont pouvoir également influencer les instruments, les outils de financement que nous avons dans l'Union européenne, puisque nous sommes en train de négocier également le nouveau cadre financier pour la prochaine période financière. Donc c'est pour ça que ces recommandations sont fondamentales. Elles vont pouvoir également jouer un rôle dans le futur des instruments européens qui sont à disposition. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, mais évidemment on pourra continuer avec des questions et approfondir certains thèmes. Merci. Merci beaucoup. C'est effectivement assez rassurant de voir que les outils finalement sont là, qu'il s'agisse des outils de financement comme Electrify ou des outils de garantie comme ce qu'on voit là affiché. On va rapidement passer la parole à la salle, mais peut-être un deuxième rapide tour de table pour permettre un échange sur un sujet que vous avez évoqué, qui est que finalement, Monsieur Zinsou, vous avez dit les économies d'échelle sont là, le solaire c'est pas cher, c'est rentable, on peut en faire. Et Madame Bourneville, vous avez montré que les outils étaient là, et finalement on sait tous que les fonds privés sont là également. Il y a des milliards qui sont disponibles, et pourtant on constate le manque de projets disponibles à financer, des projets bancables dans lesquels ces fonds puissent s'investir. Ce qui soulève sans doute la question du développement des projets que vous avez un peu effleuré, Monsieur Zinsou, c'est comment motiver des investisseurs, non pas à financer des projets existants, mais à prendre le risque de développer des nouveaux projets dans un contexte où il existe quand même beaucoup de distorsions de concurrence liées à des projets subventionnés qui se baladent un peu partout et qui viennent décourager un peu ces développeurs à prendre ce risque. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un enjeu de mieux articuler les fonds privés et les outils publics, de mieux articuler les acteurs privés et les acteurs publics pour libérer un peu ces freins au développement des projets? Et puis, on fait un rapide tour de table sur cette question pour vous permettre de réagir aussi à ce qui a été dit. Et ensuite, on passera la parole à la salle où je suis sûr qu'il y a plein de questions qui vous attendent. Merci. Je voudrais saluer l'action de l'Union européenne qui va très clairement dans le bon sens et qui crée des nouveaux instruments. Mais je voudrais quand même faire 3 remarques. Alors, tout à l'heure, je parlais plutôt comme à partir de mes souvenirs de l'action publique. Là, si vous permettez, je vais parler en chef d'entreprise. Plutôt financier. On a créé une banque d'investissement dédiée à l'Afrique, mais et puis auparavant, ce que j'ai pu faire chez Rothschild et chez PAI. Il y a une chose qui nous sépare, en fait, entre la culture du secteur privé et la culture publique, que j'ai éprouvée avec déchirement comme Premier ministre, c'est le sens du temps. C'est-à-dire que
tous les leaders politiques, plus l'opinion publique, plus les jeunes, plus Mme Greta Thunberg, sont sensibles au fait qu'on est dans l'urgence. Mais le développement institutionnel est très long. Obtenir une décision publique d'un gouvernement africain, un changement réglementaire, une exception au monopole de l'opérateur d'électricité, c'est très long. Nous avons une tradition d'administration très lente. Et les institutions multilatérales sont aussi lentes que les gouvernements. Vous voyez, j'ai présenté mon pays avec le président de la République du Bénin à la COP 21. Et 2015-2016, on annonçait les débuts d'Electrify. Electrify, c'est original, important, ça a été conçu de façon très précoce et ça a été mis en œuvre un peu tardivement. Parce que moi, j'ai parlé avec les responsables d'Electrify dans la préfiguration et ils disaient, oui, ok, très bien, on va faire, dans les tout premiers projets, on va accomplir des projets qui concernent le Bénin et qui seront emblématiques. On fera ça au premier trimestre 2016. Non. Electrify ne s'est pas mis en place concrètement au premier trimestre 2016. Alors, la dimension du temps pour des chefs d'entreprise, si vous voulez, c'est quand même extrêmement important pour l'investissement. Et c'est d'autant plus poignant, si vous voulez, que en matière de mise en œuvre du solaire, on a au moins la chance d'une mise en œuvre technique rapide. Si bien qu'invariablement dans les projets, on passe beaucoup plus de temps dans l'amont réglementaire, tour de table, que dans l'aval, qui est le déploiement opérationnel. Donc, quand y aura-t-il une prise de conscience du fait que le temps du secteur privé, le temps de l'efficacité n'est pas le temps de l'administration, et comment on trouvera des moyens peut-être d'intermédiation pour y arriver. Deuxième chose qui frappe le chef d'entreprise, c'est que c'est bien d'avoir des procédures, mais c'est encore mieux si les gens les connaissent. Or, il y a aujourd'hui une opacité extraordinaire du nombre de procédures par lesquelles les entreprises pourraient bénéficier de quelque chose. Et je ne vous apprends rien. Je veux dire, demander une subvention à l'administration du Bénin ou une exception, une exonération fiscale. C'est-à-dire, même quand vous êtes Premier ministre, vous n'obtenez pas de votre ministre de l'économie et des finances l'exonération des droits de douane pour le matériel photovoltaïque. C'est une bataille interne, interministérielle. Donc obtenir des décisions publiques qui ont un impact de compte d'exploitation et qui vont déterminer la décision d'investir, c'est très difficile des gouvernements. Mais c'est un cauchemar vis-à-vis des institutions multilatérales. Vous avez un projet où vous devez trouver 500 000 euros. Si vous le conduisez avec plusieurs bailleurs de fonds différents dans leur processus, si vous voulez syndiquer les bailleurs de fonds, objectivement, quel que soit le projet, pour 500 000 euros, vous allez avoir beaucoup de mal à mettre moins de 5 ans. Il faut en être conscient. Vous savez, on a créé une fondation familiale et on a fait avec l'Union européenne un projet idyllique qui était de créer la bibliothèque Jean Monnet à Cotonou, une grande bibliothèque de lecture publique, cofinancée 50% par la fondation familiale, 50% par l'Union européenne, que M. Barroso, très gentiment, est venu inaugurer. Mais on a dû, et je pense que ça a coûté 150 000 euros, je crois, à l'Union européenne, on a dû engager une personne à plein temps, uniquement sur le processus de l'octroi de ce don. Donc, et c'est une opération météorique et simple, où il n'y avait pas de due diligence à faire. C'était vraiment très, très simple. Mais un bailleur de fonds, c'est une chose. Mais 2 bailleurs de fonds, c'est 4 fois plus compliqué. Parce que pour l'étude d'un projet, si petit soit-il, il y a des indivisibilités. Donc, si vous voulez, et que les diligences de l'Union européenne ne sont pas acceptées nécessairement par l'OPIC ou même l'AFD ou la KfW. Et il y a un progrès immense depuis peu, c'est que la KfW accepte de partager un chef de file qui tourne entre deux, des diligences techniques, financières communes.
Et ça apparaît pour tout le monde comme un progrès incroyable de la bienveillance, de la générosité, de la rationalité. Mais ça n'implique absolument pas la BEI, par exemple. Donc, pour un chef d'entreprise, tout ça paraît complètement anecdotique pour un fonctionnaire international. Le temps et la connaissance des procédures est, si possible, une espèce de facilitation. Et je ne jette pas la pierre aux bailleurs de fonds. Ce que je vous dis, c'est pire, d'une certaine manière encore, dans les administrations nationales. Mais enfin, quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous devez parler avec l'administration béninoise et l'Union européenne, écoutez, ça relève franchement d'un extraordinaire optimisme. Extraordinaire. Et si vous pouvez faire dans des pays où l'administration sera plus efficace, et vous n'aurez pas à syndiquer des bailleurs de fonds, vous allez investir ailleurs, si vous voulez. Donc, les 0,5% de centrales électriques en Afrique, c'est parce qu'il y a probablement encore 2,5% qui pourraient s'être fait en Afrique. Mais, je veux dire, au bout de 5 ans d'efforts pour ne pas arriver à grand-chose, il y a un problème. Et puis, vous parlez des distorsions de marché. Je ne pense pas que... C'est un problème dont vous m'avez parlé tout à l'heure, donc il a l'air de vous préoccuper beaucoup. Oui, par nature, la subvention, elle va créer des conditions inégales entre les entrepreneurs qui n'ont pas accès à la subvention et ceux qui ont accès à la subvention. Mais si vous voulez, il faut que quelqu'un achète les externalités. Tant qu'elles ne sont pas dans nos comptes d'exploitation, il faut que quelqu'un paye pour tout ce qui va se dégager dans le temps comme résultat positif, mais que des mécanismes de marché ne savent pas incorporer. Vous n'avez pas de rendement de votre investissement dans votre compte d'exploitation. Donc il faut qu'il y ait malgré tout de la subvention. On ne peut pas crier haro sur l'argent public. Ça ne va pas être possible. Et il va falloir faire des partenariats, des alliances, des coalitions d'acteurs. Et que c'est quelque chose qui se normalisera avec le temps. Ça ne va pas être une économie subventionnée comme aujourd'hui on subventionne les énergies fossiles. Et puis, on subventionne tellement les énergies fossiles, tellement les énergies du passé, en consommation, en production, que, franchement, le solaire, vous devriez demander votre juste et équitable part de subvention, plutôt que de faire la guerre à la subvention en disant ça va empêcher le petit entrepreneur. En revanche, il faut qu'elle soit équitablement répartie, ce qui pose le problème précédent, c'est-à-dire celui de connaître simplement les moyens qui sont à votre disposition. Puis je voudrais juste terminer sur un point. Les chiffres que vous nous avez cités sont impressionnants, mais il faut faire très très attention à ces chiffres. C'est-à-dire ce que vous faites à l'Union européenne, ce que fait un gouvernement, c'est très peu de choses par rapport à ce que le privé peut faire. Très, très, très peu. Et on commence seulement à le découvrir. Mais à mon avis, en le découvrant, ça veut dire qu'il va falloir aussi changer un tout petit peu la conception du rôle. Ce que font les bailleurs de fonds, ce que font les gouvernements, c'est de signaliser la trajectoire, dire où il faut aller. Et le chiffre le plus impressionnant, c'est le chiffre de garantie. Heureusement que la garantie commence à être un instrument important. Parce que, comme vous l'avez dit, avec 1,7 milliard d'euros d'argent public, on dégèle, on débloque 17 milliards. Là, ça, c'est un chiffre qui commence vraiment à compter. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est un mécanisme assurantiel, et on ne va pas dépenser les 1,7 milliards. La mise en place virtuelle du 1,7 milliard, on n'aura pas une sinistralité de 10%. Et donc, on va économiser de l'argent public et petit à petit, les gens s'apercevant que les garanties ne sont pas tirées vont augmenter encore les volumes de garanties. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça change la perception du risque, d'une part, et le risque lui-même. Mais la perception du risque est encore plus un problème, en fait, en Afrique que le risque lui-même. Et donc, les mécanismes de garantie, voilà le chiffre le plus éloquent de ce qui a été cité. Après, quand on dit 29 projets ont été financés pour 89 millions. Pour moi,
comme quand un gouvernement fait un effet d'annonce sur la mise en place d'une centrale solaire. Je suis allé à quelques inaugurations de centrales solaires. C'est un moment choisi pour un gouvernement. C'est d'ailleurs très très bon en période électorale, maintenant que l'Afrique devient de plus en plus démocratique. Mais pour moi, c'est c'est des relations publiques et de la politique publique. C'est du marketing public. Pourquoi je dis ça? Évidemment qu'il fallait faire 29 projets. Évidemment qu'il fallait dépenser 89 millions. Alors, les chiffres, c'est que l'Afrique investit tous les ans 600 milliards de dollars. 600 milliards. La question devient forcément de proportionner dans l'énergie solaire. Grosso modo, l'énergie solaire, à l'échelle mondiale, c'est autour de 2,5% de l'investissement mondial total. Les 330 milliards... alors, ces chiffres sont peut-être faux à 50%, mais ça n'a pas d'importance pour le raisonnement, si vous voulez. 330 milliards d'investissements dans le solaire pour 20 000 milliards de dollars, 20 trillions de dollars d'investissement chaque année dans l'économie mondiale. C'est quand même une fraction non négligeable. Bon. Maintenant, 29 millions en Afrique pour un continent qui dépense 600 milliards en investissement, c'est pour l'instant une politique d'accompagnement et c'est un marketing politique essentiel. Mais ça ne fait pas en soi bouger les lignes. Ce que ça fait, c'est de dire oui, c'est possible. Voilà. Et non, mais c'est très important parce qu'il va falloir déclencher beaucoup de décisions décentralisées. Donc, vous avez, et je vous en remercie, financé un projet au Bénin. Et c'est très très important. Ça veut dire on peut faire des projets au Bénin. Il y a des mini-réseaux qui vont avoir une viabilité. L'Union européenne y ajoute sa crédibilité. Et donc c'est très important de faire du marketing public. Mais ça n'aura pas d'impact macroéconomique. Vous ne verrez pas, et ça n'aura pas d'impact sur la décarbonation de l'économie béninoise. Donc c'est très important de faire ça. Parce que vous financez des pilotes et vous dites « oui, c'est possible ». La preuve, j'ai fait une expérimentation. Et l'expérimentation, c'est nécessaire à tout ce qui est développement des sciences dures. Donc pourquoi pas nécessaire en matière d'énergie? Oui, c'est très important. Mais quand vous mettez en place 1,7 milliard de garanties et que vous déclenchez 17 milliards, vous êtes en train de faciliter 5% du total de la dépense solaire, d'investissement en solaire dans le monde. Et là, vous faites bouger les lignes, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il faut bien faire attention. On était au Green Fund la semaine dernière, au Green Climate Fund, et c'est la même chose. Le Green Climate Fund, avec 10 milliards de concours qui viennent d'être sauvés, d'une certaine manière, à New York, ce n'était pas du tout gagné d'avance. Parce qu'il y a des pays comme l'Australie qui disent ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire ça prend tellement de temps, c'est tellement administratif, je préfère faire de l'aide bilatérale directe aux petites îles du Pacifique et de ne pas donner l'argent au Green Climate Fund. Bon, alors heureusement, pas la France, pas les pays scandinaves, etc. Bon, donc il y a 10 milliards. Il y a 10 milliards. Le total, donc, on disait, de l'investissement mondial, surtout du logement et du productif, c'est quand même 20 000 milliards. Donc 10 par rapport à 20 000, on ne va pas infléchir beaucoup. Et on disait pour le seul solaire, et ils sont assez focalisés sur l'énergie, plus que sur l'agriculture, le transport ou le logement, 10 milliards, c'est plus significatif, rapporté à 330. Mais c'est quand même d'abord une espèce de système d'incitation. La garantie, c'est un système opérationnel. Et plus on fera de garanties, plus on fera bouger les lignes. Oui. Oui, je voudrais réagir à vos propos. Donc oui, sur le plan d'investissement extérieur. Clairement, sur le pilier financement de ce plan, il y a 2 plateformes d'investissement.
Il y en a une qui sont les instruments de blending, dont Electrify. Et clairement, vous l'avez mentionné, sur Electrify, on est sur une niche, on est sur des petits projets. Donc c'est 29 projets pour 89 millions d'euros, puis il y a également des enveloppes pays. Mais là, le but, c'est de financer des petits projets dans des zones rurales, des mini-réseaux, des systèmes solaires individuels, donc financer des projets pilotes et montrer que c'est possible. Et c'est très important. Et puis, il y a l'autre plateforme qui est l'instrument de garantie. Là, on est sur une autre échelle, avec des effets de levier beaucoup plus importants. Donc 1,5 milliard pour lever 17,5 milliards d'investissements en projet. Donc là, et on est en plus sur un instrument complètement innovant. Donc, vous l'avez dit, le temps de mise en place est long. Donc, j'ai pas de baguette magique. On n'est pas les champions de la rapidité dans l'Union européenne. Et c'est vrai qu'il y a un décalage entre le temps de l'administration et le temps du privé. Donc, Electrify, on l'avait mis en place avant le plan européen d'investissement. Donc, le plan européen d'investissement l'a simplement intégré à l'intérieur du plan. Pour l'instrument de garantie, on est en train de négocier les contrats de garantie, je vous l'ai dit, donc ce sera fait d'ici la fin de l'année, donc ça va être opérationnel à partir de l'année prochaine. C'est vrai que c'est pas très rapide. Bon, là, malheureusement, j'ai pas de baguette magique, mais la bonne nouvelle, c'est que les instruments sont en place maintenant quasiment, et donc on a quand même une approche complètement innovante et qui est un progrès incroyable si on regarde 10 ans en arrière. Donc là, on est en train de changer complètement de dimension. Bon, donc évidemment, le temps de l'administration, c'est le temps de l'administration. C'est pas simplement à Bruxelles, c'est aussi dans les administrations nationales. Donc, on parlait aussi du cadre réglementaire. Il est clair qu'il faut que les pays aient aussi un plan de développement intégré pour l'énergie, et ça donnera aussi de la certitude aux investisseurs. Il faut que les investisseurs aient accès à l'information, c'est fondamental. Donc là, j'ai mentionner les outils qui sont à disposition. Donc on a aussi, en fait, le plan d'investissement extérieur, c'est aussi conçu comme un guichet unique. Il y a un pilier d'assistance technique auquel les entreprises peuvent avoir accès. Le programme Get Invest également permet d'accompagner les porteurs de projets aussi et d'identifier avec eux les moyens de financement. Et je vous encouragerai également, donc j'encouragerai les porteurs de projets également à se tourner vers nos délégations de la Commission européenne dans les pays africains. Donc on a une délégation dans chaque pays, et ces délégations peuvent être approchées et évidemment vont également vous aider, vous guider également dans le foisonnement des instruments à disposition au niveau européen. Donc je vous ai indiqué là les liens pour trouver toute l'information sur le plan, sur Get Invest, sur Electrify, mais n'hésitez pas également à vous tourner vers les délégations dans les pays. Merci beaucoup. On va prendre 3 questions pour commencer. Bonjour, Yves Baracan, je suis président du conseil de Green Elect. Donc nous faisons de l'électrification solaire au Nigeria pour l'instant. Et je voudrais partager avec vous une expérience et vous poser une question. La première, c'est que nous travaillons essentiellement aujourd'hui avec des acteurs privés pour les aider à la transition énergétique, passer du diesel, du tout diesel, puisqu'il n'y a pas de réseau au Nigeria, vers le diesel solaire. Et c'est un marché en plein boom. Mais en revanche, nous voyons qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de financement des projets d'électrification hybride parce que le secteur bancaire n'est pas en mesure aujourd'hui d'apporter des financements. Et je pense qu'une des pas des suggestions, je ne voudrais pas, mais des idées, c'est peut-être de mettre en place. Il y a un secteur bancaire qui est très dynamique au Nigeria, qui évidemment a des conditions de financement aujourd'hui qui sont très chères, mais qui serait certainement un interlocuteur de premier plan pour pouvoir financer des projets privés, voire semi-publics au Nigeria. Et ça, c'est un élément fort. Aujourd'hui, on ne voit pas encore la disponibilité de financement de projets pour des entreprises de premier rang, sur lesquelles le risque est relativement faible. S'il faut mettre 1, 2 ou 3 millions, l'entreprise ne veut pas le financer elle-même sur des panneaux solaires. Elle a besoin de financement. Aujourd'hui, il n'y a pas la disponibilité du financement au Nigeria, et c'est un pays qui a un besoin considérable. C'est aujourd'hui 20 gigawatts, seulement 5 gigawatts sont fournis par le réseau électrique au Nigeria, et le reste est fourni par des moteurs diesel qui polluent et qui coûtent relativement cher. Donc on a à la fois donc une vraie capacité des projets économiques, c'est-à-dire qui ont de vrais retours sur investissement entre 4 et 7 ans, et qui ne trouvent pas de financement. Donc ça, c'est le premier point, et je pense que
un des outils qui nous manque, c'est vraiment le fait d'avoir une coopération entre des bailleurs internationaux et les banques locales, parce que ça ira beaucoup plus vite qu'avec les administrations. Et le deuxième point, c'est que nous avons commencé à faire des mini-réseaux, et effectivement, nous avons renoncé à électrifier des mini-réseaux du fait de la complexité de l'accès aux aides, mais aussi, il faut le dire, de la complexité politique, quand il s'agit de discuter avec des États. On a un projet, ils nous demandent de faire un premier réseau, un deuxième réseau. Nous sommes subventionnés, tout à fait subventionnés, à 2/3. Mais le troisième réseau, il y a énormément de temps qui est pris dans la décision locale. Merci beaucoup. Une deuxième question, peut-être. Je ne sais pas où est le micro. Voilà. Bonjour, Jean-Pierre Barral, Agence française de développement. Je voulais partager avec vous les conclusions d'une conférence récente qu'on a organisée sur l'accès à l'énergie, co-organisée avec la Banque mondiale et l'Union européenne et l'Alliance Sahel, donc dans les pays du G5 Sahel, qui s'est passé la semaine dernière, où 5 ministres des pays du G5 étaient présents. Alors, la très bonne nouvelle, c'est que les ministres aujourd'hui, dans leur stratégie d'accès, parlent tous de mini-réseaux. Donc ça fait écho à ce que vous disiez, Monsieur Zinsou. Aujourd'hui, c'est devenu une priorité politique dans l'accès. Il y a peut-être 5 ou 10 ans, ils ne parlaient que d'extension du réseau, où c'était la façon privilégiée de donner l'accès au plus grand nombre. Aujourd'hui, ils ont bien intégré que les solutions passeront aussi par des mini-réseaux et aussi par des kits solaires individuels dans les zones les plus reculées et les moins denses. Alors sur ces mini-réseaux, ensuite, le sujet déjà dans ces pays-là, et dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est d'avoir une stratégie un petit peu claire sur le zonage. Quelles sont les zones où l'extension du réseau est la priorité? Quelles sont les zones où les mini-réseaux sont la priorité? Et quelles sont les zones où les kits solaires individuels sont la priorité? Pour donner aux investisseurs individuels, en particulier ceux qui s'intéressent aux mini-réseaux, qui est quand même le segment le plus compliqué de cette histoire, une certaine visibilité. Donc ça, certains pays commencent à s'y mettre, comme le Niger, mais ce n'est pas encore suffisamment clair. Et le deuxième sujet, c'est d'organiser intelligemment la délégation de services publics autour de ces mini-réseaux. Donc c'est aussi de préciser qui sera l'autorité concédante, comment le tarif va être régulé, etc. Bien sûr, on est tout à fait d'accord avec vous, il y aura encore besoin de subventions, et sur nos expérimentations en Mauritanie, au Mali, c'est encore des besoins de subventions massives pour l'investissement dans les mini-réseaux. Maintenant, ce n'est pas suffisant, il faut aussi que le politique annonce clairement les règles du jeu, dise clairement qui est l'autorité concédante et comment ces mini-réseaux seront contrôlés, régulés et donnent de la visibilité sur les 15 ans ou 20 ans. Peut-être un dernier point sur le développement du solaire. On n'a pas tellement parlé de l'intégration des réseaux régionaux. Je pense qu'il y a aussi un point majeur. On est quand même face, dans certains pays comme le Sénégal, comme peut-être le Burkina, si les 250 MW de projets solaires dans les cartons se réalisent, à des contraintes majeures d'acceptation des réseaux dans ces pays, avec des besoins importants à la fois d'interconnexion, comme en Europe. Si la Grande-Bretagne a réussi à sortir du charbon en 7 ans, c'est aussi grâce aux interconnexions avec le reste de l'Europe. Donc il y a des projets très intéressants en Afrique de l'Ouest pour interconnecter tous ces pays-là, améliorer la réaction des réseaux et en quelque sorte augmenter la capacité à intégrer le solaire. Et puis aussi le stockage. Mais aujourd'hui, je dirais que ce sujet de réseau est en quelque sorte presque aussi important que le développement du solaire, parce qu'on va arriver assez vite aux limites du système dans pas mal de pays. Voilà, merci. Merci. Une troisième et dernière question pour ce round. On refera un autre round après. Oui, ici. Bonjour à tous, c'est plus une intervention qu'une question. Donc Olivier Chazal de l'ADEME. C'était pour rebondir sur un propos de M. Zinsou. L'ADEME et l'AFD ont lancé depuis mi-septembre un appel à projet qui s'appelle Innovation pour l'accès à l'énergie en Afrique. Donc on n'est pas que sur l'électricité, mais on est sur toutes les questions de l'énergie. C'est un appel à projet pour des petits projets. On va apporter une subvention maximum de 250 000 €. On l'a déjà fait il y a 1 an et demi de cela, sur des projets à 300 000 €. On a financé une petite dizaine de projets.
mais pour dire que les petits projets, en effet, ce sont des projets qui ne trouvent pas de financement ou des financements de manière très très difficile. Et donc c'est pour ça qu'avec l'AFD, et Jean-Pierre Barral ici présent peut le confirmer également, nous avons lancé cette réflexion et cette action d'appel à projets sur des tout petits projets, parce que ces projets-là ne sont pas financés et très difficilement agrégeables pour des PME ou pour des ONG. Donc cet appel à projet, il est ouvert jusqu'au 16 décembre sur le site de l'ADEME, donc adem.fr sur la partie appel à projet. Il demande à allier des PME, des ONG, avec des collectivités locales. Ce n'est pas 100% de subvention, c'est un cofinancement. Donc il y a une partie de financement local aussi à trouver ou d'apport en equity. Mais simplement pour vous dire que cet appel existe, qu'il s'occupe des zones où personne ne veut ou ne peut aller sans subvention publique. Et nous sommes ravis de cette enceinte pour continuer à en parler, continuer à diffuser cette information, parce que pour nous aujourd'hui c'est essentiel d'avoir un maximum de porteurs de projets. Voilà, donc c'était juste une petite intervention sur cet appel à projet. Puis je remercie Jean Hersal, notamment Synergie Solaire, qui fait partie de ce groupe de travail qu'on a mis en place avec le syndicat des énergies renouvelables, Enerplan et d'autres, pour avoir réfléchi à comment monter cet appel à projet de manière plus efficace avec des entreprises et avec des ONG. Merci. Merci beaucoup Olivier. Ça fait beaucoup de sujets à aborder, donc est-ce que vous souhaitez réagir aux points qui ont été évoqués ? Oui, je vais peut-être réagir sur une des questions qui est l'articulation entre électrification décentralisée et décentralisée. Donc centralisée, c'est évidemment indispensable pour les grandes villes. Décentraliser les réseaux hybrides, les kits solaires à destination des populations rurales isolées, c'est fondamental aussi. Bon, évidemment, il faut combiner les deux. Une des recommandations de la plateforme que j'ai mentionnée, là, qui a travaillé depuis 1 an, c'est la nécessité pour les pays africains de développer un plan de développement de l'énergie qui soit intégré et qui couvre l'ensemble des technologies et pour électrifier la population. Et ce plan doit permettre d'optimiser les technologies utilisées et d'identifier les investissements prioritaires. Et ça, c'est très important pour donner une visibilité à moyen et long terme au projet et pour rassurer le secteur privé sur les besoins à venir et sur l'amortissement des investissements. Sur la question des interconnexions et de l'intégration des réseaux, c'est évidemment aussi essentiel. Donc l'expérience européenne, là, est très claire. Et l'une des recommandations de la plateforme aussi, ça va être d'aller plus vers une approche sous-régionale aussi, justement pour donc avoir une approche plus intégrée des réseaux et des marchés par sous-région. Et on travaille également beaucoup donc, à la Commission européenne avec les réseaux de régulateurs qui sont organisés au niveau sous-régional également. Et par exemple, pour vous donner un exemple, il y a le réseau Regulae, là, dans laquelle la CRE, la Commission de réglementation de l'énergie, est très active, et donc qui est un réseau des régulateurs francophones en Afrique. Et donc on est en contact avec ces réseaux. Il y a aussi un réseau lusophone. Et donc on est en contact avec ces réseaux, on les rencontre régulièrement, on échange des expériences, donc avec nos régulateurs européens également. Et donc ça, au niveau sous-régional, c'est très important également. Merci. Je crois que c'était des témoignages d'ailleurs que vous avez apportés, plus que des questions d'une certaine manière. Moi, je ne peux qu'abonder dans le sens de ce que vous avez dit. Il n'y a pas de financement. C'est un chaînon manquant, en partie parce qu'il y a une perception du risque qui est parfois excessive, ou en tout cas il y a des risques. Bon, c'est là que les instruments de garantie vont changer la donne, donc ça va contribuer à ce qu'il y ait plus de financement, mais il y a en fait des coûts de transaction qui sont très élevés sur des petits projets. C'est-à-dire qu'un système financier, ça ne sait pas maîtriser les coûts de transaction d'un petit projet. Parce qu'à cause des indivisibilités, des banques ne peuvent pas se rémunérer sur le taux d'intérêt du coût de la transaction. Et les économies d'échelle, ça joue énormément dans l'industrie financière. Et donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, trouver ces moyens d'agrégation. C'est pour ça que je prenais l'exemple du microcrédit.
On aurait ça d'ailleurs dans le succès plus net en Afrique de l'Est, peut-être que dans d'autres parties de l'Afrique, sur le pay as you go. Il faut trouver des méthodes par lesquelles on peut faire que les acteurs qui ont les moyens de financer ne soient pas exposés à des coûts de transaction supérieurs à la rémunération des concours financiers qu'ils apportent. Donc les banques ne peuvent pas financer un petit projet local, même au Nigeria, où elles sont actives, elles ont des bilans plus importants, même en Afrique du Sud ou au Maroc, où elles ont les deux pays où on a les bilans bancaires les plus profonds et qui sont les moins mal financés du continent, Maroc, Afrique du Sud. Même là, en fait, ça n'est pas possible si on n'agrège pas. Mais agréger, ça n'est pas du tout facile. Et encore une fois, je prenais l'exemple du microcrédit parce que les banques se sont insérées dans le microcrédit et vous allez assister, d'ailleurs dans le domaine de l'énergie avec le développement de masse du pay as you go pour l'équipement des foyers, pour la petite agriculture, parce que le passage du individuel au productif dans l'agriculture, c'est très proche, je veux dire. La parcelle moyenne cultivée en Afrique est de 2 hectares par foyer. Donc à 2 hectares, les finances personnelles et les finances de l'exploitation, c'est très proche. Donc le microcrédit va financer une part croissante de l'équipement, de l'accès des foyers à l'électricité et à l'équipement de haute performance permettant d'économiser de l'énergie. Donc le microcrédit va être une solution parce qu'il a trouvé le moyen d'agréger des prêts et de faire entrer tout le reste du système financier. Donc une chose qui est en train de se faire à l'initiative de l'Union européenne, à l'initiative de l'AFD, à l'initiative du Green Climate Fund, c'est de descendre de la subvention vers les banques. Et l'AFD est par exemple concessionnaire d'une ligne de crédit du Green Climate Fund qui est maintenant, elle décentralise vers les banques et les banques vont pouvoir refinancer des projets. Mais il faut qu'elles aient des portefeuilles de projets. Donc là, il y a encore un chaînon manquant pour arriver à financer vos réseaux nigérians et d'ailleurs dans tout le continent. Donc on commence à avoir des solutions, mais objectivement, il y a encore un chaînon manquant, c'est celui de l'agrégation des projets. Et sinon, il n'est pas viable de financer un petit projet. Fermez le banc. Comme il n'est pas viable de vous faire du microcrédit de 150 €. Et pourtant, on a trouvé la solution pour le microcrédit. On va la trouver pour les mini-réseaux et pour les équipements décentralisés. C'est déjà fait, je dirais, assez largement en Afrique de l'Est sur l'équipement du foyer en pay as you go. Sur les problèmes réglementaires, tout à l'heure, je n'ai pas fait une critique de l'Union européenne en disant « nous autres Africains, nous ne sommes pas satisfaits de l'Union européenne ». J'ai dit « les gouvernements nationaux, comme les institutions multilatérales, n'ont pas le tempo du privé ». Et il y a un moment où il faut que les pouvoirs publics admettent qu'en fait, aussi bizarre que ça paraisse, le privé, le secteur privé va être l'acteur numéro 1, beaucoup plus important que les gouvernements, dans la transition énergétique. C'est pénible, c'est inattendu, c'est une idée neuve, mais en fait, c'est inexorable. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, effectivement, culturellement, le fait de répondre à des demandes du secteur privé, le fait d'adapter les réglementations, au fond, ça va devoir être quand même un peu la norme, ce qui n'était pas tellement dans l'esprit public. Bon, puis ne nous cachons pas que l'économie n'est pas juste un sujet parfaitement conforme aux règles de droit. Vous évoquiez dans le G5 Sahel tout un travail intéressant sur l'accès à l'énergie, etc. Il y a des lobbies dans le G5 Sahel, comme juste au sud, très organisés pour la vente de diesel, de préférence à la maximisation des énergies renouvelables. Je pense que c'est clair dans l'esprit de chacun, pas la peine de développer à l'excès. Et donc, il y a des problèmes politiques et sociaux fondamentaux qui sont que, pour l'instant, la façon dont les intérêts privés, et qui se mélangent parfois, comme vous savez, avec les intérêts politiques, font des obstacles très sérieux à l'évolution de la réglementation. C'est-à-dire, nous ne sommes pas
dans des pays où le désordre dans notre tête et le défaut de compétences ferait que on met du temps à réglementer parce qu'on est lent. C'est pas parce qu'on est lent, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font en sorte qu'on ne réglemente pas. Moi, je suis toujours frappé. Je trouve que l'Afrique est un continent qui va très très vite dans énormément de domaines, beaucoup plus vite que le reste du monde. Et pourquoi tout d'un coup, dans la réglementation, pour l'intérêt général, ça devient très lent? On n'a pas recruté spécialement des gens sur des critères de lenteur dans nos administrations. Il y a des vrais intérêts qui font obstacle. Il y a un moment où il faut les dénoncer. Il y a un moment où il faut que les ONG, que les organisations de la société civile, à la fin des fins, ce qui va se passer, c'est que l'opinion publique ne va pas tolérer que ça continue à être aussi bloqué. Et il faut faire confiance à l'opinion publique. Vous parlez du G5 Sahel. On vient de travailler sur augmenter les livraisons de l'électricité ivoirienne vers le Mali. Bon. À des coûts qui sont 25% inférieurs au coût d'approvisionnement aujourd'hui d'électricité du Mali. Ça n'a pas été sans difficulté. Et cela étant, c'est l'opinion publique qui compte. Quand vous avez des délestages, vous perdez les élections présidentielles. Regardez le Sénégal. Quand vous avez un surplus exportable à mettre dans les réseaux sous-régionaux, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire, vous êtes construit un avantage considérable. L'opinion publique en est consciente. L'industrialisation de la Côte d'Ivoire va aller beaucoup plus vite que celle de tous les pays qui sont en délestage. Et parce qu'elle a aussi des coûts qui sont, par un effet d'échelle et de compétences, qui sont bien plus bas. Et puis alors, merci et félicitations pour l'appel au projet. On est quand même devant la question que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire, ce serait idéal si les gens étaient au courant. Et donc, c'est très bien de participer à des conférences de ce type. Et ça va mobiliser beaucoup de moyens, dont les moyens associatifs. Hein, by the way, ça sert à ça. Moi, je crois beaucoup aux éléments associatifs parce que... Mais il y a aussi un problème de marketing, quoi. Il faut absolument que tout ça se connecte. Tout à l'heure, vous avez eu un propos qui m'a amusé. Vous avez dit allez voir nos délégations dans les pays parce que, au fond, ils vous expliqueront le plan d'investissement et les moyens à votre disposition. Et c'est une très bonne idée. Alors, juste, je fais une confidence, il y a dans un pays important d'Afrique de l'Ouest,